Bonsoir à tous. Infravenir est ravi de vous proposer un deuxième événement dans le cadre de l'Infra Week et organisé en partenariat avec Paris Europlace. Alors aujourd'hui, on vous propose une table ronde sur le financement de la transition énergétique et comment atteindre nos objectifs français et européens en matière de transition énergétique. Objectifs qui nécessitent des investissements et des financements importants dans un contexte où finalement les liquidités sont abondantes et où, a priori, les moyens de financement ne seraient pas un problème. Donc, pour échanger sur le sujet, aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un panel de 4 intervenants experts du secteur de l'énergie. Alors, Lucie Maillard, vous êtes responsable concertation France chez EDF Renouvelables et vous êtes en charge de la stratégie et du dialogue vis-à-vis des différentes parties prenantes locales des projets que vous développez. Alors, Laurent Michel, vous êtes directeur général de la DGEC depuis 2012, l'administration en charge de la politique énergétique et de la lutte contre le changement climatique en France. Mathieu Poisson, vous êtes CEO d'Amundi Transition Énergétique, donc fonds de private equity lancé fin 2016 et qui investit dans les actifs de production d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique en France et dans les pays de l'OCDE. Et enfin, Jean-Pierre Laurent, donc vous êtes président et fondateur d'Opale Énergie Naturelle, donc société que vous avez créée en 2008 et qui développe et opère des projets de production d'énergie renouvelable, donc dans le solaire, l'éolien et le biogaz. Vous avez un ancrage territorial très fort en Bourgogne-Franche-Comté. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Et donc pour commencer cette table ronde, première question, donc, quel est le rythme actuel de la mise en œuvre de la transition énergétique? Est-on en concordance avec nos objectifs français, donc avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, nos objectifs européens avec le Green European Deal, dont on a notamment beaucoup parlé pendant l'Infra Week? Et quels sont aujourd'hui les financements, les investissements nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050? Oui, merci pour cette invitation. Donc, les objectifs qu'on a, ils se fixent effectivement dans une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de court, moyen et long terme. Ce n'est pas que la neutralité carbone en 2050, c'est tout de suite réduire parce que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Et en termes d'objectifs, en schématisant, on peut dire qu'on a un cran 2020, on a un cran 2030 et on a un cran 2050, avec évidemment aussi des points intermédiaires. 2020, les objectifs 2020, ils ont été fixés dans les années 2010, puis affinés en 2015 par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et ça avait commencé avec le Grenelle de l'environnement et le paquet énergie-climat 2008-2009 de l'Union européenne. Alors, où en est-on? Eh ben, on atteindra notre objectif européen en France de baisse de moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Par contre, en énergie renouvelable, on vise 23% en 2020. On a sur la consommation totale, tout vecteur, chaleur, carburant, électricité, gaz, etc. On a un objectif de 23% qui découlait de ce paquet européen qu'on a repris dans le loi. On est plutôt à 17,2% en 2019. On va progresser en 2020, mais pas suffisamment pour atteindre 23%. De même, on avait un objectif de baisse des consommations qui ne sera pas atteint. Alors ensuite, on a un horizon 2030 qui découle à la fois à nouveau de la législation européenne. Pardon, je crois qu'on ne vous entend pas très bien. Il y a un petit problème de micro. On va juste s'assurer qu'il est bien branché. Je vais le remettre en... Exactement. Si vous m'entendez mieux, là. Beaucoup mieux, merci. Alors, donc 2030, c'est donc maintenant qu'il faut travailler pour les atteindre. C'est les décisions européennes des années 2014-2015 et ensuite qu'on a traduites en France dans les lois de 2015 et 2019 et dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone. On a à continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et là au global, au niveau européen,
et ça fait à peu près pareil pour la France, c'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, c'est ce qu'on inscrit dans notre loi, c'est même le moins 40% français est un peu plus ambitieux que le moins 40% européen d'ailleurs, puisque notre part aurait été un peu moins. Et puis c'est de progresser aussi en ENR, d'atteindre 33% en 2030, et en consommation d'énergie finale, entre 2012 et 2030, de baisser de 20%. Alors, dans les documents opérationnels, comme la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe un peu, au-delà des objectifs, les moyens à atteindre, comme les soutiens publics, mais pas seulement, on a essayé de tracer la voie pour y arriver. Et on constate à la fois des progrès, mais aussi un certain nombre de retards et des besoins d'accélération. Et pour ça passe effectivement par des investissements. Et dans les montants, c'est toujours difficile à évaluer, mais il y a l'Institut I4CE, avec qui on travaille beaucoup, réalise annuellement une évaluation des financements climat, et avec un soutien de notre ministère. C'est autour de 50 et plutôt peut-être 60 milliards d'euros pour respecter notre trajectoire des 5 ou 6 années qui viennent, et plutôt en accélération dans les années qui suivent les besoins. Et on est, toujours avec des précautions, autour de 40 milliards d'euros par an investis. Donc on voit qu'il y a à la fois beaucoup qui est fait, mais encore une marge à combler, à la fois de l'argent à trouver ou à orienter, mais aussi faciliter la réalisation des divers projets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de décarbonation de la mobilité. Ce n'est pas simplement une question de montant financier, c'est une question de dynamique. D'accord, merci beaucoup. Et quelles sont aujourd'hui les principales sources de financement de la transition énergétique ? On est curieux de savoir aussi quelle est la répartition entre les investissements réalisés par des investisseurs publics, notamment, qui prennent en compte notamment les subventions et puis les investissements réalisés par les investisseurs institutionnels, versus la part des investissements réalisés par des investisseurs privés et des investisseurs particuliers, notamment via l'épargne privée. Alors là aussi, c'est pas toujours très simple à suivre, parce que c'est un peu une nouvelle nomenclature dans le financement de la transition. C'est un peu moins ancien que d'autres suivis comptables et financiers. Dans notre travail et dans ce que nous livre I4CE, on voit que, grosso modo, en investissement direct et soutien, type subvention ou réduction d'impôts, les financements apportés par les pouvoirs publics peuvent représenter de l'ordre de la moitié. Mais ça, c'est apporté. Par contre, la réalisation, c'est de l'ordre de 40% pour les ménages, 25% pour les entreprises, et le reste, 35% par pouvoir public, quand ils investissent dans les moyens de mobilité propre, dans les moyens de rénovation des bâtiments publics, etc. Donc des parts relativement, finalement, des tiers, d'une certaine manière, autour des acteurs. 40, 25, 35. D'accord, merci beaucoup. Mathieu, est-ce qu'aujourd'hui, il faut trouver de nouveaux moyens de financement, donc au-delà des investissements actuels de nos économies, ou est-ce qu'il faut plutôt trouver une manière de réallouer les liquidités intelligemment, et notamment l'épargne privée qui aujourd'hui est assez importante? Alors en résumé, on n'a pas besoin de faire très long sujet, mais en substance, je ne me fais pas trop d'inquiétude pour la France. Je pense qu'on trouvera les financements. Donc, je ne pense pas qu'effectivement sur le quantum, on ait beaucoup d'inquiétudes à avoir. La question que se pose mon industrie, donc moi je suis vraiment purement dans la finance et pas du tout dans la création d'investissements ou dans le cadre réglementaire. La question que se pose sur l'industrie, c'est que les épargnants français, sans le savoir, finance la transition énergétique généralement au travers d'un assureur vie qui va investir dans les projets. Et ça, je pense que l'industrie est bien organisée. En revanche, la grosse question qui préoccupe tout le monde dans mon industrie, c'est la masse d'argent notamment accumulée dans des contrats d'assurance vie sur des produits très liquides qui ne rapportent pas grand-chose. Et il y a une recherche maintenant comme extrêmement active dans ce contexte de taux très bas et de liquidité abondante
Juste pour vous donner une idée, l'assurance vie, il doit y avoir 1700 milliards en stock, donc ça fait quand même commence à faire quelques sommes intéressantes, qui rapportent de moins en moins. Et donc la priorité de tous les assureurs, c'est de revenir vers le particulier en lui proposant de l'investissement dans l'économie réelle et dans des actifs réels. Donc il y a des solutions classiques que tout le monde connaît, qui sont l'immobilier notamment, mais il y a un vrai appétit pour arriver, je dirais, à proposer aux particuliers de réallouer une partie de son épargne sur l'économie réelle. Et dans ce cadre-là, il y a peut-être un point de rencontre, un point d'évolution sur lequel on reviendra, c'est qu'il y a un appétit naturel, il y a une recherche, mais y compris récemment, l'État promeut l'investissement dans les petites entreprises dans le cadre de fonds de private equity. C'est un produit qui était réservé à une élite financière extrêmement restreinte jusqu'ici. Il y a un contexte qui est favorable, je dirais, pour réallouer cette épargne vers des sujets concrets d'économie et d'associer les gens à un certain nombre de sujets auxquels ils n'étaient pas associés parce que c'était perdu dans des contrats d'assurance très complexes à comprendre. Pardon, je suis un peu long, je vous laisse reprendre la main. Non, mais c'est très intéressant, merci. Lucie, Jean-Pierre, on est aussi curieux de comprendre la réalité du terrain, comment se passe aujourd'hui le dialogue avec les différentes parties prenantes des locales, des projets que vous développez. Comment se passe ce dialogue aujourd'hui ? Vaste sujet assez compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à observer, il y a une volonté politique de développer les énergies renouvelables, c'est évident. Aujourd'hui, sur le terrain, c'est quand même plutôt compliqué. Alors, je vais plus me concentrer sur l'éolien, parce que c'est quand même un des projets, ou une catégorie de projets qui est la plus clivante. Et la plus compliquée à développer sur le terrain. Alors là, je ne sais pas si les gens voient à l'écran, mais les différentes étapes. Peut-être qu'il faut que je commence par expliquer ce que c'est qu'un projet éolien ou les différentes étapes de développement, parce que je suis un petit peu la cheville ouvrière de l'Assemblée ce soir. Donc revenir à des choses assez basiques. Aujourd'hui, un projet éolien, il faut savoir que le développement dure entre, grosso modo, quand tout se passe parfaitement, 5 ans, entre le moment où on a identifié le site et le moment où on a fini la construction, est plutôt 7 à 8 ans. Et là, je crois qu'en France, on est sur une moyenne d'à peu près 7 ans. Il y a 4 grandes phases. Ce qui n'est pas bien du tout en Europe, hein. Ce qui est pas un très bon on n'est pas forcément les meilleurs élèves. Moi, je sais que quand j'ai commencé en 96 à développer des premiers projets, on était sur des procédures administratives qui étaient beaucoup plus simples que celles qui sont actuellement en cours, et on était sur des durées de développement de 3 à 4 ans. Donc c'est vrai que les choses se sont considérablement alourdies au niveau des procédures administratives. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Voilà, bon, il faut faire avec. Donc on a 4 grandes phases pour aboutir jusqu'à la construction. Le développement, alors le développement, c'est pas une partie de plaisir, hein, c'est vraiment pratiquement un sacerdoce. Avec une dimension technique. Quand vous êtes sur des projets éoliens, vous avez des camions qui font 70 mètres de long parce que vous transportez des pales de 65 mètres, ça passe pas dans les épingles à cheveux. Il faut quand même des conditions d'accès assez particulières. C'est pareil pour le raccordement électrique. Il faut pouvoir injecter l'énergie produite sur le réseau. Il y a des contraintes d'aviation civile, d'aviation militaire, il y a des contraintes de faisceaux hertziens. Enfin bref, quand on regarde toutes ces contraintes, on se dit qu'il vaut mieux arrêter. Sauf qu'on a encore des contraintes environnementales, donc on n'a pas mal d'expertise à mener, des contraintes paysagères, des contraintes patrimoniales. Donc c'est vrai que la phase de développement est la phase où on crée le plus de valeur, puisqu'on va partir de quelque chose qui n'existe pas à une autorisation. Et cette partie de développement est soldée par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale. Là, on a entre 12 et 18 mois d'instruction, au cours desquels il va y avoir une enquête publique. On a l'autorisation préfectorale. Et là, on commence le financement du projet, avec notamment tout ce qui va être optimisation des autorisations. Il y a souvent des recours, et ça, c'est la période certainement la plus critique, où on perd le plus de temps. C'est-à-dire qu'autant on a une visibilité assez bonne sur le développement et sur la partie instruction, autant la partie préconstruction est une partie un peu délicate. Il suffit que vous ayez un recours, et là, ça peut durer pendant 2, 3, 4 ans. Il est assez courant que des projets mettent 10 ans, qui ont eu des recours, mettent 10 ans à sortir de terre, quoi. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est un des éléments très importants. Et je pense que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le participatif, c'est-à-dire comment finalement éviter ça,
c'est d'impliquer le plus possible la population dès le départ dans ces projets pour vraiment essayer d'optimiser. On ne pourra jamais être sûr et certain qu'on n'aura pas de recours, mais en tous les cas, il y a différents outils dès le lancement du développement de projet. Et là, je me tourne vers EDF, qui permettent quand même de faciliter l'acceptation et de diminuer ces risques de recours qui peuvent peser, je dirais qui pèsent considérablement sur la réalisation et le financement des projets. Oui, peut-être pour compléter, moi ce que j'observe depuis 10 ans, c'est que la manière de développer des projets d'énergie renouvelable, donc là en l'occurrence éolien, mais demain je pense que ça sera un sujet, j'allais dire, sur d'autres types de technologies, donc je ne crois pas que ce soit que spécifique à l'éolien. En fait, les méthodes de dialogue et quelque part les parties prenantes qui s'intéressent à ces projets ont beaucoup évolué dans le temps. Mais c'est à l'image de la société en France. Je pense que quand j'en discute avec d'autres maîtres d'ouvrage qui développent d'autres natures de projets d'aménagement, c'est une problématique où c'est un sujet qui concerne pas que les énergies renouvelables. Vous développez une nouvelle zone d'activité commerciale, vous développez de nouveaux parcs, vous modifiez votre cœur de bourg. Aujourd'hui, les manières de faire en tant que maître d'ouvrage ont énormément évolué. Et nous-mêmes, en tout cas dans la profession, je trouve qu'on a en tout cas une prise de conscience que le dialogue qui pouvait se faire il y a 10 ans et 20 ans, à savoir, il se faisait au travers finalement beaucoup des élus. Pourquoi les élus ? Parce qu'ils sont les représentants des citoyens concernés, donc déjà c'était ça le point de départ. Et puis ensuite avec des associations, donc plutôt des parties prenantes, j'allais dire représentées. Aujourd'hui, les manières justement de travailler dans cette phase qu'on appelle de développement, la phase de développement, c'est entre le moment où vous identifiez finalement un potentiel quelque part d'un point de vue cartographique et puis au regard de toutes les contraintes autres réglementaires qui existent, c'est en fait comment vous faites la rencontre avec aussi des aspirations locales. Et donc, ce dialogue, aujourd'hui, il a profondément évolué. Il s'est aussi structuré par rapport à aussi d'autres documents. C'est-à-dire qu'on a parlé de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. À l'échelle des régions, elles doivent aussi produire une certaine vision, en fait, de ce qu'elles veulent en matière de transition énergétique via le SRADET. À l'échelle aussi des SCOT, et puis aussi à l'échelle, plus on s'affine, et plus à l'échelle aussi des intercommunalités via donc, ce qu'on appelle le plan climat air énergie territorial. Et moi, je trouve que quand je regarde finalement les évolutions en termes de mode de dialogue, en fait, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des projets qui intéressent absolument, quasiment, potentiellement tout le monde. Ça intéresse des citoyens, il y a d'autres endroits, ça va intéresser des associations, il y a d'autres endroits, ça va intéresser des entreprises, des lycées. En fait, c'est l'écosystème local qui, pour des raisons absolument différentes selon les régions, donc pour le coup, selon que vous êtes, même de département, selon que vous êtes dans les Ardennes ou selon que vous êtes dans l'Hérault ou que vous êtes dans l'Aveyron, eh bien, justement, ces aspirations au dialogue et ces modes de dialogue, parce que ces territoires s'organisent différemment. Il y a encore des territoires où des citoyens font énormément confiance au maire. C'est le maire qui représente la voix de l'ensemble, finalement, des habitants. Il y a d'autres endroits où il y a une rupture, mais absolument totale, avec tout un tas de parties prenantes. Et donc, nous, comment on fait dans tout ça ? Nous, en tout cas, je pense qu'à l'échelle de la profession, quand on regarde les thématiques qui sont abordées aujourd'hui dans les colloques nationaux et qui réunissent les professionnels, le sujet du dialogue et de la concertation, c'est le sujet clé qu'on aborde, qu'on assume, qu'on confronte aussi entre nous, parce qu'on n'a pas toujours tous les mêmes visions de qu'est-ce qu'un bon projet. Ça, je pense que c'est une question importante. Nous, dans la manière dont on travaille, on a des équipes dédiées à ces questions-là. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre un chef de projet qui doit chapeauter tout un tas d'acteurs, des experts dans le domaine de l'environnement, du paysage, de la biodiversité, de l'acoustique, du raccordement, de l'ingénierie pure, et puis ensuite, j'allais dire, tout l'écosystème externe, en gros, le premier enjeu, nous, c'est de comprendre quelles sont les attentes externes. Donc ça veut dire, c'est écouter avant de parler.
Et ça, c'est un changement de posture qui n'est pas simple, parce que nos équipes sont extrêmement... Elles ne sont pas là pour rien, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait ce métier par hasard. Ils y croient. Ils ont envie, ils ont conscience de l'urgence par rapport aux questions de réchauffement climatique. Ça pose aussi la question de, quand on fait cette transition énergétique aujourd'hui, les parties prenantes vous disent aussi et écologique, et c'est pas l'un versus l'autre. Donc ça pose aussi cette question-là de comment justement on rend compte de toute la démarche environnementale qui est absolument méconnue partout, par tous les citoyens, de jusqu'à quel point on regarde toutes les espèces présentes au préalable, quels effets induits, comment on les évite, comment on les réduit et comment on les compense. Et pour rebondir là-dessus, je pense que ça devient un vrai problème, ça. C'est-à-dire que finalement, par rapport à toutes les procédures administratives qui ont été mises en place par rapport au développement d'un projet éolien, il y a vraiment un décalage de plus en plus important qui est en train de se créer finalement entre les attentes des populations locales, qui sont des acteurs clés dans le développement de ces projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez énergie ou projet éolien en particulier, mais on pourra en parler d'autres, l'attente des gens, ça va être comment va être changé mon cadre de vie, qu'est-ce qu'on va faire finalement des retombées économiques, comment mon paysage va être changé, est-ce qu'il va y avoir un impact sur la santé finalement de mes enfants, de mes parents, de mes oncles, de mes frères, de mes sœurs, etc. Et finalement, aujourd'hui, on n'apporte pas suffisamment de réponses concrètes à ces questions. On nous demande de plus en plus des contraintes, des éléments environnementaux. Alors voilà, aujourd'hui, une étude d'impact, ça fait à peu près un dossier d'autorisation environnementale, c'est à peu près 1200 pages. Sur ces 1200 pages, il y a à peu près 800 pages sur l'environnement. Et finalement, on oublie les gens, on oublie l'aménagement du territoire, on oublie ce qu'on peut faire à partir des énergies renouvelables, comment on pourrait utiliser cette transition énergétique pour rebondir au niveau des territoires. Parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est que quand vous faites des énergies renouvelables, quand vous faites de l'éolien, mais ça c'est pour toutes les énergies renouvelables, on les fait en milieu ruraux. C'est-à-dire qu'on est sur des milieux ruraux et qui sont des zones de production. Les zones de consommation sont dans les villes. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a une dichotomie qui est très forte dès le départ entre les territoires et on n'arrive pas à créer ce lien. Et ça, c'est vraiment un problématique. Alors c'est vrai qu'à travers des produits financiers, ça pourrait être une solution intelligente et égalitaire pour que finalement, quelque part, les gens de la ville puissent participer au financement de ces projets qui sont dans les territoires ruraux. Alors, ceci dit, ça a beaucoup changé au cours des 10 dernières années. Il y a 10 ans, vous avez un projet éolien, vous arriviez, grosso modo, vous disiez, voilà, il y a tant de retombées, etc. Il n'y avait pas une volonté forte des populations et des élus locaux, parce que c'était quelque chose qui leur échappait un petit peu, d'être impliqués dans le schéma d'implantation, dans le pourquoi du comment, etc. Et c'est vrai qu'au cours des 3-4 dernières années, il y a eu une vraie prise de conscience des élus, une vraie volonté finalement d'aménager leur territoire et de le faire de manière intelligente, et ce qui nous oblige aujourd'hui à mettre en place des outils, alors que ce soit le crowdfunding, que ce soit des mesures d'accompagnement, que ce soit du financement participatif, du développement participatif, qui fait qu'on intéresse de plus en plus cette population qui est en demande d'information et d'explication. Parmi ce que vous citiez, il y a l'impact économique. Enfin, les exemples que vous m'avez cités, c'est effectivement le maire qui avait des terrains forestiers pas utilisés, et tout d'un coup, le loyer qu'il va toucher pour la mairie, ça lui transforme son budget d'un village de 400 habitants, et il a de quoi se payer son terrain de football. En or. Non mais ça peut, enfin il y a un impact local direct économique du fait de ce projet qui est phénoménal. Ouais. Voilà. Et sur le crowdfunding, ça vous crée un peu plus d'adhérence, puisque le crowdfunding par définition c'est un cercle assez limité géographiquement, qui là aussi peut vous créer du soutien pour un projet. Ça crée du soutien. Après, je dirais que c'est pas encore le bon outil, parce qu'on s'aperçoit quand on fait les campagnes de crowdfunding, alors on peut les faire en phase de développement, en phase de préconstruction ou carrément dans le financement même du projet. On s'aperçoit que finalement le crowdfunding, il faut qu'il soit fait à l'échelle du territoire sur lequel on travaille, parce qu'à la base, c'était faire participer les populations locales au financement des projets. Or, on s'aperçoit que de plus en plus, vous allez lancer un crowdfunding, une campagne de crowdfunding sur le développement d'un projet, vous en avez pour 300 ou 400 000 euros, vous allez peut-être avoir plus que 5 ou 10% d'argent qui est issu de la population locale.
Et ça pose vraiment un problème, parce que finalement, il y a 95-90% qui viennent de l'extérieur. Et puis on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a carrément, pratiquement, des professionnels du crowdfunding, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut réussir à essayer de réguler ce système, à trouver des nouveaux outils qui permettent vraiment de capter la valeur au niveau local. Peut-être pour compléter par rapport à ce que vous venez de dire, à savoir, moi, ce que j'observe, parce que il y a 3-4 ans, on nous a beaucoup dit, mais l'acceptabilité va se traiter par le crowdfunding. C'est sûr, c'est ça l'outil. Moi, je parcours toutes les régions de France, et en fait, mon premier point de vigilance, c'est est-ce qu'on est sûr que c'est ça ? C'est-à-dire que la question aujourd'hui qu'on nous pose, c'est comment vous partagez la création de valeur ? Ça, oui, c'est une question qu'on nous pose et qui est normale, qu'on pose aussi finalement à beaucoup d'autres acteurs, industriels ou pas d'ailleurs, mais en France. Et, nous, on a investigué le sujet, et notamment sur un grand parc. Tout le monde nous disait, mais il faut absolument proposer ça, c'est la solution qui... On a consulté les habitants, c'est-à-dire que maintenant on pose la question. Ça fait partie du panel des choses possibles. Et ça, c'est un parti pris, c'est-à-dire que s'il y a une aspiration, donc on organise en amont, on fait savoir ce que c'est, et notamment on pose la question est-ce que c'est du crowdfunding ? Est-ce que en fait votre aspiration à vous, c'est plutôt, j'allais dire, d'avoir un profil d'actionnaire et donc d'investisseur long terme, etc. Mais c'est absolument pas du tout, j'allais dire, les mêmes risques. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Non, mais pardon, moi, je suis un industriel très très lent de la distribution de produits financiers. Aller expliquer dans la Pampa que les gens vont être actionnaires à coût de ticket de 5 000 €, enfin, pardon, juste pour prolonger le point, ça me paraît super compliqué comme démarche. Parce que c'est des produits quand même pas très faciles à comprendre, et la population qui va suivre ce sujet-là et qui est capable de mettre des tickets significatifs, elle est effectivement pas nécessairement énorme. Non, mais l'effet d'affichage est indispensable. Je me dis, dans la vraie vie, on y arrive. Enfin, le participatif finit par distribuer. Mais je dis, en nombre de milliers de Français concernés, c'est quand même une tranche assez limitée. Parce que je me permets d'intervenir là-dessus, parce qu'au niveau du développement, le participatif, c'est vraiment une question de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un projet, vous pourrez inclure et on a cette possibilité maintenant depuis 2 ans et demi, les collectivités dans ces sociétés de projet. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement intelligent, dans la mesure où finalement, quand on crée la valeur dans cette phase de développement, c'est là où le rôle des collectivités et le rôle des acteurs locaux est le plus important. Donc c'est normal, fondamentalement, qu'ils récupèrent une quote-part de cette création de valeur. Par contre, où ça me gêne un peu aux entournures, c'est quand on met du privé dans ces sociétés de projet dès le départ du développement. Parce que finalement, le développement, il est fait par des développeurs qui financent les études, qui prennent les risques. Il est fait par les acteurs locaux qui vont faciliter le processus d'autorisation, qui vont faciliter les rapports avec les services de l'État, avec les propriétaires fonciers, avec les autres élus, petits ou grands. Et finalement, il faut éviter de se retrouver avec des particuliers qui puissent investir dans ces sociétés de projet dès le développement et qui ne font rien. Finalement, ils ont juste la chance de pouvoir participer à ces sociétés de projet. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Pourquoi eux et pourquoi pas d'autres, finalement ? Et cette limite, elle est vraiment ténue. Donc nous, on pense que l'une des solutions, c'est surtout d'avoir, les acteurs locaux dans ces sociétés de projet, et ensuite qu'ils aient suffisamment de parts ou de quote-part qui doit se justifier dans les projets, et qu'ils le valorisent dans un second temps au niveau local. Mais en tous les cas, voilà, le participatif, c'est toujours, je trouve, c'est toujours quelque chose d'extrêmement fragile et sensible à... Juste 2 points par rapport à ça, puis après je vous repasse la main, mais simplement, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a des territoires en France où les collectivités ne se projettent absolument pas en tant que co-investisseurs de ce type de projet. Ils disent, mais c'est vos projets, puis nous c'est de l'argent public. Mettre de l'argent public en phase de développement, si votre projet n'aboutit pas, comment on expliquera en fait aux citoyens que on n'a pas les autorisations et que le parc ne se construit pas ?
Il y a Après, il existe des moyens justement de couvrir le risque des collectivités. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas les collectivités de prendre des risques. Ouais, je prolonge juste la discussion, c'est-à-dire que il y a des collectivités qui n'aspirent pas à ça, tout comme il y a des citoyens, et c'est ça sur lequel je voudrais rebondir, c'est attention à ne pas dire que finalement la transition énergétique se fera que si on met en place ça. C'est pas vrai, les gens ne pensent pas qu'en termes d'argent. Pour le coup, je peux vous garantir, on accompagne un peu plus de 1000 communes en ce moment en France. Donc on regarde justement ces sujets. Nous, la manière dont on appréhende les choses, c'est qu'on pose la question, c'est-à-dire qu'on leur soumet la possibilité et de questionner à quel moment c'est opportun, etc. Donc c'est du sur-mesure. D'ailleurs, j'allais dire, l'état des finances des collectivités, aussi aujourd'hui en France, ne permet pas toujours justement à ces collectivités d'être en posture justement d'investisseurs à long terme. Ils disent déjà, attendez, moi déjà si j'arrive à faire finalement tout ce qui est réseau, besoins primaires pour faire vivre justement mon village, c'est déjà pas mal. Donc je veux juste dire par là qu'il y a des endroits où oui, ça a du sens. D'ailleurs, il y a des SEM aussi qui sont là pour justement répartir le risque. C'est aussi sur ça que je veux venir. Et puis deuxièmement, moi j'ai un deuxième aspect aussi qui me pose question, c'est que les gens, vous ne conditionnez pas leur adhésion à un projet à ça. Ça traitera une partie des conditions d'adhésion de certains. Ça pose quand même la question de quel est le minimum. C'est-à-dire que moi j'ai vu des territoires où finalement ceux qui investissaient, c'était ceux qui avaient déjà énormément de moyens. Est-ce que, voilà, et du coup... qui, si on ne s'engageait pas sur des produits à 10 ans, 20 ans, estimaient que ça n'avait pas d'intérêt, une vision purement financière, beaucoup de citoyens, aujourd'hui, aspirent juste, et c'est là où je rejoins sur ce que vous disiez, aspirent à faire du lien avec ce qui se passe à proximité de chez eux, un objet concret. Et donc, c'est la question de... Moi, aujourd'hui, là, en ce moment, on lance beaucoup de financement participatif au sens crowdfunding. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de citoyens, c'est un moyen, justement, de ne pas bloquer de l'épargne trop longtemps. Il y a beaucoup de familles qui vous disent, moi aujourd'hui, vu l'état actuel de la situation en France, je ne peux pas me projeter à 20 ans, c'est impossible. Et qui aspirent finalement à des taux de rentabilité supérieurs finalement à ce qu'on peut trouver, j'allais dire, au livret A, mais qui voilà, donc sont supérieurs, mais qui ne leur bloquent pas une épargne trop longtemps. Pourquoi ? Parce que demain, il y aura à financer les études des enfants. Demain, on ne sait jamais s'il y a une situation de... Voilà. Donc, en revanche, moi, ce que je note en termes d'évolution, c'est les gens aspirent à du lien, à du concret, c'est-à-dire à du lien, à de la proximité autour d'eux. Ce qui les intéresse aujourd'hui, en ce moment, enfin les Français, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon village. Et ça, pour le coup, je note en fait vraiment là, en un an, ça s'accélère, mais à une vitesse grand V, une velléité des gens à devenir acteurs. C'est pas seulement simplement financer, c'est à devenir acteurs sur ce qui se passe dans le village. Et le fait de pouvoir participer financièrement à la création d'un projet, etc., c'est un des moyens, mais c'est pas le seul moyen. Et il y a aussi d'autres aspirations des citoyens qui sont qu'on les aide à mieux maîtriser leur consommation énergétique. Ça, c'est un sujet, j'allais dire, qui, franchement, prend de l'ampleur et sur lequel, parfois, nous, en tant que développeurs, on n'a pas toujours le cadre réglementaire qui nous permet de mettre conjointement, justement, les deux dimensions. Ça, c'est une difficulté. Et deuxièmement, j'allais dire qu'on prouve justement aussi l'impact sur la biodiversité, donc comment finalement on préserve cette biodiversité, ce patrimoine, etc. Et deuxièmement, du coup, comment nous, en tant qu'acteurs économiques, parce que nous sommes, ça c'est un point aussi, il ne faut quand même pas oublier qu'on est un des derniers acteurs qui est présent sur pas mal de territoires, au sens qui crée des projets dans les différents acteurs qui développent des projets d'infrastructure en France. Souvent, ce qu'on nous dit, c'est que les projets éoliens sont des grands projets à l'échelle de petits territoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Et c'est pas projet éolien pour projet éolien, vraiment j'insiste, parce que parfois je trouve qu'on a tendance à beaucoup questionner cette technologie. J'insiste, je pense que ça n'est pas que lié à cette technologie. Mais de fait, on est un des rares acteurs encore actifs et qui investit, et je peux vous dire que ça, en termes de perception justement d'habitants, vous êtes l'un des derniers qui investit encore sur nos territoires.
Juste pour... Non, mais alors, moi, je pose des questions effectivement un peu de bonnet sur ce genre de sujet, parce que la vision cliché du journaliste moyen français, c'est que les Français, on est nullissimes sur ces sujets-là, et ça explique notre retard lamentable par rapport aux Allemands. C'est-à-dire que les Allemands ont une technologie justement pour associer le particulier et le local qui est beaucoup plus avancée que la nôtre, parce que généralement ils sont dans des systèmes électriques locaux, et donc c'est beaucoup plus simple d'expliquer l'éolienne, elle fournit l'électron en local et on fait du stockage, alors qu'effectivement en France on a une vision parfois un tout petit peu régalienne et organisée depuis Paris, et qu'on a raté et qu'on a déclenché systématiquement l'opposition locale, d'où le fait qu'on est totalement en retard sur ces sujets-là et qu'on n'arrive plus à déployer, et que l'onshore en France c'est terminé parce que tout le monde a les deux pieds dans le sable. Mais pardon, vous expliquez une autre théorie, c'est que peut-être qu'on peut s'en tirer en inventant des moyens d'associer les gens localement à leur... Pardon, on est très long. Justement, on reviendra aux exemples de solutions de nos voisins européens un petit peu plus tard. Vous avez évoqué différents outils mis à disposition des développeurs pour impliquer les différentes parties prenantes locales des projets. Vous avez évoqué le financement participatif, les SEM. Aujourd'hui, quels sont les outils dont on dispose pour impliquer les collectivités, les mairies, les associations? Moi, je pense, et pour rebondir ce que vous disiez, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a trois grandes catégories. Il y a le financement participatif, le crowdfunding, qui peut être à toutes les différentes phases du projet, où finalement, sur du court terme, les gens vont placer de l'argent, vont récupérer, voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Après, il y a ce qu'on pourrait appeler le développement participatif, qui est plus des prises de participation dans les sociétés de projet. Et ça commence à être nouveau. Et je pense que c'est vraiment un mouvement qui est en train un petit peu de s'intensifier et qui a été possible par le fait de pouvoir ouvrir le capital des sociétés de projet aux collectivités. Et vraiment, je pense que ça a été un élément important. Ce qu'on disait tout à l'heure, le danger et la chose la plus importante, c'est que quand vous avez une collectivité qui rentre dans ces sociétés de projet dans des phases très amont comme le développement, c'est clair qu'elles n'ont pas les moyens financiers, surtout sur des territoires ruraux, de porter les risques de développement. Donc il faut trouver des systèmes intelligents qui fait que les risques financiers liés aux études externes, le bas de mesure, etc., il y en a à peu près pour 300 ou 400 000 euros, puissent être portés par le développeur qui a été choisi par la collectivité pour les accompagner dans ce développement. Donc ensuite, la collectivité, elle va se retrouver avec 20% des droits des projets au moment de l'autorisation. Après, à elle d'en faire ce qu'elle en veut. Soit elle peut décider, ou 20, 25, 30%, elle peut décider d'en vendre une partie pour financer sa participation, elle peut décider de tout vendre, elle peut décider de, si c'est une collectivité assez riche, de trouver un moyen d'apporter ses fonds propres, etc. S'appuyer sur des SEM, il y a une multitude de solutions. Après, d'autres moyens d'impliquer les collectivités, alors c'est un peu plus soft, mais c'est le premier cran qui est indispensable. C'est déjà d'essayer d'aller vers des terrains communaux. C'est-à-dire d'aller faire des projets sur des terrains communaux plutôt que des terrains privés. Ça, c'est un élément absolument clé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, quand vous êtes sur un territoire rural et que vous allez mettre une éolienne chez le fermier Tartampion, il sera toujours ennemi du fermier du Schmoll et Schmilblick. Donc c'est très très rapidement des tensions extrêmement dures et palpables qu'on peut sortir dans le développement d'un projet. C'est des choses qui paraissent très terre-terre, mais c'est vraiment la réalité du terrain. Quand vous êtes sur un terrain communal, automatiquement vous répartissez la richesse par définition, comme les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, comme sur les grands chantiers, il y a une quote-part des grands chantiers de l'investissement qui est donnée à des initiatives locales. Il faudrait qu'on tende et qu'on systémise ce genre de choses pour pouvoir, je sais pas, refaire l'école. L'idéal, c'est d'avoir un lien, est-ce que vous évoquiez tout à l'heure, un lien avec les territoires. Ça peut être l'équipement en énergie renouvelable, ça peut être, je sais pas, l'enfouissement des réseaux, etc. Il y a une multitude de choses. Et après, le souhait qu'on voit apparaître, et là où on est absolument incapable d'apporter des réponses, c'est de s'approprier. Alors, il n'y a pas que l'appropriation financière et économique des projets, il y a aussi l'appropriation énergétique. Et là, aujourd'hui, on n'a aucun outil pour répondre à ça. À savoir qu'il y a une volonté de la population, comme on décide de manger en circuit court, on décide de manger local, il y a une volonté de plus en plus forte de la population de consommer localement cette énergie produite localement, avoir un circuit vert de l'énergie. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen législatif, alors on parle d'autoconsommation, ça peut se rapprocher à ça, de pouvoir finalement tracer le kilowattheure qui est produit chez les gens et consommé chez les gens.
Il faut être fournisseur d'électricité. Enfin bref, le cadre juridique ne nous permet pas de ça. Alors qu'il y a vraiment une très très forte attente. Et je pense que ça pourrait être un accompagnement supplémentaire auprès des populations locales, non pas pour se concentrer exclusivement sur la valeur économique ou financière des projets, mais sur la valeur énergétique. Et d'être vraiment dans cette logique de responsabilisation. Parce qu'aujourd'hui, la prochaine révolution qu'il y aura au niveau énergétique, c'est une révolution sociale. C'est-à-dire que les gens vont avoir besoin de s'approprier de l'énergie. C'est pas mieux consommer. C'est pas mieux produire, c'est pas plus produire. Je pense que la notion de mieux consommer va prendre de plus en plus d'importance. Et il faut qu'on arrive à créer ce lien. Et ce lien, on va le créer pour commencer, dans une logique de bon sens, au niveau des territoires. Je voudrais juste rebondir. Moi, je partage l'idée que... c'est pas l'idée, c'est le fait que finalement ces installations soient sur des terrains communaux. J'ai juste un gros point de vigilance, c'est qu'aujourd'hui... de moins en moins de communes ont encore justement des terrains communaux. Je pense que sur l'ensemble des projets, c'est la première question que je pose, et même à l'échelle des comités de communes. Il y en a de moins en moins. Il y a des régions, sincèrement, où il y a eu d'autres projets ou d'autres modes de gestion finalement de ce patrimoine-là qui s'est opéré. Par contre, la question que ça pose justement, c'est systématiquement, il y a en ce moment dans l'Aveyron, il y a dans des communes sur lesquelles on travaille pour un projet éolien, on a des agriculteurs qui ont souhaité avoir une vision redistributive à l'échelle de l'ensemble des agriculteurs qui sont sur la zone d'étude, c'est-à-dire pas au sens uniquement celui qui aura l'éolienne ou celui qui aura le virage qui permet justement d'accéder à l'éolienne ou le... c'est d'autres visions, d'autres aspirations à nous de justement. Donc ça a posé la question de notre modèle économique, de comment on rémunère finalement les gens à qui on emprunte, parce qu'on n'achète pas le foncier. En tout cas, chez nous, on ne l'achète pas, on le loue pour une période donnée par rapport à un usage précis. Tout le monde le loue. Non, mais je préfère du coup vis-à-vis de l'ensemble du public, être très clair. On le rémunère pourquoi ? Parce que pour un agriculteur, ça veut dire il y a une parcelle, il y a une surface du coup qu'on lui enlève et qui normalement est destinée à un autre usage. Donc sur le fait de chercher finalement à viser principalement ce type de terrain, en tout cas aujourd'hui, si on pense faire la transition énergétique que sur des terrains communaux, elle se fera pas et elle se fera, mais sincèrement... Moi, je voudrais juste intervenir par rapport à ça parce que c'est un élément important. Moi, j'habite en Bourgogne-Franche-Comté et aujourd'hui, on travaille, j'ai fait beaucoup de projets dans un grand quart nord-est de la France. Chaque région a des spécificités, mais aujourd'hui, l'avenir des énergies renouvelables dans ce grand quart nord-est, il est sur les terrains communaux et essentiellement sur les forêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forêts, 80% des forêts en France sont des terrains communaux. Et dans le quart nord-est de la France, typiquement, elles sont en train de connaître une crise, un dépérissement qui est absolument hors du commun, puisqu'aujourd'hui, on considère que d'ici 2025, les communes auront perdu à peu près 20 à 25% de leur surface forestière, donc de leur principal revenu. Et on s'aperçoit qu'on est face à une crise. La crise forestière, c'est avant tout la crise du changement climatique. C'est les premiers. C'est-à-dire, on coupe un arbre, et on sait que le prochain qui sera coupé après avoir été replanté, c'est dans 80, 100 ans. Donc le choix de l'essence, il est absolument important. Là, aujourd'hui, tout ce qui est épicéa, tout ce qui est résineux est en train de crever en dessous de 1000 mètres d'altitude. Donc les communes se retrouvent... Il y avait un cercle vertueux qui faisait que je coupe mes arbres, je replante, etc. Et puis j'ai un cycle, etc. Sauf que ce cercle vertueux, il n'existe plus. Puisqu'il y a plus de marché, les cours se sont effondrés, il y a trop de marché, trop de bois sur le marché. Enfin bref, peu importe. L'idée, c'est qu'ils n'ont plus de moyens financiers pour pouvoir financer, je dirais, ou préserver leur patrimoine naturel. Et j'insiste là-dessus, l'éolien, le photovoltaïque peut être et la transition énergétique peut être un outil intéressant et intelligent, pour peu qu'il soit communal, pour pouvoir justement essayer de concilier ce changement climatique et cette crise de changement climatique qu'on voit vraiment dans les forêts et le développement des énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on installe une éolienne chez un agriculteur, vous allez, alors les nouvelles générations d'éoliennes, ça va être à peu près 12 000 euros par an, 1 000 euros par mois pour un agriculteur
pour avoir une éolienne sur son terrain. Vous imaginez ? C'est plus que ce qu'il gagne. Donc automatiquement, il y a beaucoup de spéculation et ça crée des tensions au niveau local. Et ça permet facilement, c'est un engrais, je dirais, assez extraordinaire pour faire monter l'opposition. Donc à nous aussi, en tant que développeurs, de réinventer des nouveaux modèles qui soient peut-être plus vertueux et qui soient plus collectifs. Je voudrais juste ajouter, parce qu'on parle beaucoup là finalement du rôle des communes, des intercos. Aujourd'hui, je continue à penser... C'est pas contre vous, ce que je dis. Non. En l'occurrence, le rôle des communes est clé. Simplement, la compétence aujourd'hui sur ces questions, elle est au niveau de l'intercommunalité. Nous, on continue à travailler justement au plus proche de ceux qui représentent aujourd'hui les citoyens concernés, donc les maires. Moi, sincèrement, je tiens à saluer parce que eux ont d'autres enjeux que simplement la transition énergétique. Aujourd'hui, quand on se questionne sur mais pourquoi ça va pas plus vite, il faut quand même se rendre compte aussi des moyens des collectivités. Une collectivité, une interco qui en ce moment veut se doter d'une vision en termes d'aménagement du territoire, parce que je pense que le sujet aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que c'est comment en fait on aide les citoyens à comprendre cette vision d'avenir du territoire. Déjà, c'est quelle vision d'avenir ils souhaitent, comment on la partage. Donc, il y a des documents type PCAET, etc., qui sont censés justement permettre de poser cette vision-là. Sauf que la manière aujourd'hui dont ils sont réalisés, ils sont... Parfois c'est le cas, mais parfois c'est pas encore le cas. Quelque part très peu en lien avec les citoyens concernés. Et donc ça rejoint le point initial, qui est les élus, c'est important, c'est essentiel, mais aujourd'hui la manière de fonctionner, de travailler sur les territoires, on doit être en capacité de permettre à tous les citoyens d'avoir sa place. Et donc la question que vous posiez, c'est quels sont les outils qu'on utilise. Pour moi, le financement participatif est un levier, si c'est une condition d'adhésion, si c'est un sujet qui importe. Il y a d'autres conditions d'adhésion qui peuvent être exprimées par les citoyens, et notamment le droit à participer. Le droit à participer aux réflexions, le droit à l'information en phase amont, le droit d'avoir un avis sur finalement ce système environnemental tel qu'ils le vivent, les usages préexistants, etc. Et donc pour ça, on est passé, je pense qu'en l'espace de 20 ans, sur le développement de projets éoliens, mais c'est pareil sur, je pense, là, c'est en train de monter sur d'autres types de technologies. La méthanisation, d'ailleurs, est en plein dedans. Grosso modo, on est passé d'une phase, j'allais dire, d'information, c'est-à-dire on présente gentiment, on répond aux questions, etc., à une phase de, OK, on co-construit un projet. Vous allez me dire, co-construire un projet sur des projets aussi complexes, techniques, avec autant de contraintes, etc., moi, je pense que dans beaucoup de cas, ça change complètement la posture de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori de part et d'autre. Il y a beaucoup d'a priori sur ce que peuvent délivrer les citoyens dans finalement la conception d'un projet éolien. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter ? Parce qu'ils ne sont pas ingénieurs, donc pas forcément ingénieurs, etc. Et en fait, on se rend compte que si on pose les bonnes questions aux gens, les gens peuvent aussi apporter énormément et faire des projets intelligents, avec une vraie intégration territoriale. Et aujourd'hui, pour moi, on fait de la haute couture. Enfin, quand je vois, ça s'explique, ces temps de développement qui s'allongent, ils s'expliquent par un cadre réglementaire qui, en 20 ans, je veux dire, on est passé de rien à tout. Mais je pense que par rapport même, quand je compare avec d'autres secteurs d'activité, sincèrement, je me dis, mais c'est incroyable, en fait, à quel point on va loin dans ce qui est exigé. Mais c'est aussi dans la manière, justement, d'associer le public. Et la manière d'associer le public, c'est un métier, c'est-à-dire, c'est de faire appel, justement, soit, j'allais dire, dans ses équipes ou à l'externe, mais c'est un métier, tout ce qui est, justement, participation citoyenne, réflexion citoyenne. La démocratie participative, c'est un autre champ. Mais voilà, aujourd'hui, sur lequel, justement, on est interpellé. Et au même titre que les élus sont aussi interpellés. Et donc, tout le challenge, en tout cas, moi, je trouve, quand on pense finalement cette transition énergétique, c'est qui peut faire quoi, à quel moment, tout en restant, j'allais dire, à notre place. Et donc, moi, en tant que maître d'ouvrage, je veux bien parler de l'enjeu de transition énergétique. Je vous rejoins sur le fait que ça n'est pas qu'à nous à en parler. Il y a des territoires qui ne demandent qu'à ça.
avoir accès à des ressources, à pouvoir budgéter justement des missions pour des associations qui le font très bien, qui expliquent les causes, qui posent aussi les cadres qui peuvent faire justement de bons projets par rapport à du coup, ce que j'appelle un bon projet, hein, vous l'avez compris, c'est un projet, j'allais dire, avec une intégration territoriale maximale sur tous ces aspects. Et ça, moi, je ne veux pas demain que EDF Renouvelable, donc on est la filiale du groupe EDF qui développe des projets d'énergie renouvelable, on a des gros objectifs, on a plus de 3800 collaborateurs en France, ça nous occupe, la croissance est exponentielle, le nombre de projets est exponentiel, donc on met beaucoup d'énergie. Simplement, on ne peut pas tout faire. Et les citoyens demandent aussi justement à pouvoir comprendre cette transition énergétique. Donc on travaille parfois justement avec aussi les agences locales de l'ADEME du coup qui sont dédiées à présenter, enfin expliquer cette transition énergétique. Et il y a des territoires aussi qui font des choses remarquables, parce que je voudrais aussi dire que là j'ai en tête le pays Terre de Lorraine qui représente 5 communautés de communes dans le Grand Est. Qui a fait un travail amont énorme avec toutes ces parties prenantes, entreprises, associations, citoyens, etc., pendant 2 ans pour la penser, leur transition énergétique. Et là, on est sur la phase de déploiement. Et je peux vous dire que quand cette phase amont a été réalisée, ils ont passé une énergie de dingue. Enfin, c'est admirable ce qu'ils ont fait. Et bien derrière, franchement, on a d'autres postures de part et d'autre, et on se comprend, et ça va 2 fois plus vite. C'est incomparable. Voilà. Donc eux ont réussi justement à le faire, et je pense que ça, c'est un enjeu clé, que les territoires et que les collectivités s'emparent de ces sujets et animent ces réflexions. Voilà. Mathieu, vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne. Quelles sont les solutions que l'on peut importer de pays européens, par exemple, actifs en matière de transition énergétique en France ? C'était plutôt chez EDF qu'on a une vision un tout petit peu transversale, mais j'ai l'impression, j'entends ce que vous dites, hein, mais j'ai l'impression qu'effectivement on repart de très très loin par rapport à nos compétiteurs européens. C'est-à-dire qu'ils ont des formules d'association de la population locale qui ont l'air de beaucoup mieux fonctionner que chez nous. Alors après, on est français, donc bon, on aime la palabre. On aime avoir son avis sur la couleur de la moquette, mais néanmoins, voilà. Est-ce que je parle vraiment en français moyen sur ces sujets-là, ça me déprime toujours. C'est de voir que sur tous les sujets de transition énergétique, on est un tout petit peu à la ramasse par rapport à nos voisins. Mais pardon, c'est probablement caricatural, mais vous voulez réagir ou... Oui, mais moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit sur le fait qu'il faut s'adapter. Voilà, qu'il faut à la fois s'adapter à des configurations locales qui peuvent être très différentes selon l'organisation du territoire et sa culture, on va dire. Des cultures, effectivement, où le conseil départemental, dans certains départements, il représente les gens, et entre guillemets, les maires obéissent au conseil départemental. Enfin, c'est pas écrit comme ça dans la Constitution, mais c'est cadré. D'autres endroits, c'est les pays, ou les SCOT, ou les intercos. Et puis, effectivement, même dans la même région, un tissu local, il va pas réagir pareillement. À 20 km de distance. Après, moi, je suis payé pour dire que tout ne va pas si mal et pour donner de l'optimisme aux uns et aux autres. On a pris effectivement à la fois des exemples de ce qui se fait ailleurs, d'où les idées effectivement qui étaient le financement participatif, qui est maintenant sous diverses formes aidé dans les appels d'offres de l'État, parce que ça a quelque part un coût, au moins au début. Si vous avez entre guillemets besoin de rien, etc., et que vous pouvez faire sans le financement participatif, vous pouvez croire que vous allez plus vite, etc. Donc, ce qui n'est pas forcément vrai, mais on s'est dit, pour inciter les développeurs à associer les collectivités et les habitants, il y a au projet, il y a des bonus, donc ça c'est important, mais finalement ça ne fait pas tout. C'est vrai qu'il y a 7-8 ans, c'était très prenant. Au Danemark, ils font du financement participatif et tout ira bien si on fait pareil. Sauf qu'on n'est pas comme au Danemark et que je suis bien sûr qu'au Danemark, ça ne suffit pas non plus. Il faut aussi voir les sujets un peu dans le temps et l'espace.
L'Allemagne a un degré de saturation d'éoliennes bien supérieur à la France, mais elle coince aujourd'hui. Elle a coincé violemment au niveau non seulement des éoliennes, mais du fait que les lignes électriques devaient traverser du nord au sud et qu'il y avait des éoliennes où les gens touchaient l'argent au nord et elles passaient au-dessus, et les lignes électriques passaient au-dessus des gens. Ça, c'est pas très nouveau. À EDF, dans d'autres branches, depuis 50 ans à peu près, on sait que c'est difficile de faire passer des lignes électriques au-dessus des gens. Bref, ça évolue dans le temps. L'Allemagne semble avoir retrouvé un second souffle pour les éoliennes, mais il faut aussi s'adapter à un moment. Et au Royaume-Uni, on a quand même pratiquement aussi nos collègues, ils ont presque, entre guillemets, enterré les éoliennes terrestres, vu l'opposition, parce que c'est un pays très dense et qu'il y a une conception du paysage, etc., et que c'était compliqué. Ils l'ont fait subrepticement en disant que c'était les élus qui allaient tout décider. Comme ça, le gouvernement n'avait plus à s'en mêler, et ils pensaient, voilà. Bon, et alors par chance pour eux, ils ont plus de terrain en mer, on va dire, qu'à terre, et ils peuvent le faire. Donc, on n'est pas parfois très bon, on n'est pas non plus les seuls à avoir des difficultés. Il faut à la fois penser un peu global, dire, à un moment, quels sont les outils qui marchent un peu partout, pourquoi ça coince. Ce que vous dites est tout à fait exact. Tout le monde parle des éoliennes, mais vous avez cité la méthanisation. La méthanisation, vous faites des enquêtes, c'est plébiscité, on voit bien l'idée, le circuit court, on recycle ses déchets, puis on peut en faire des moyennes, des grosses pour 1, 2, 4, 10 agriculteurs, etc. Ce qu'on voit, à la fois par des mauvais exemples, mais aussi finalement la difficulté, c'est pas si simple, ça commence à coincer. J'étais dans une région lundi dernier, le président du conseil régional m'a dit il faudrait mieux contrôler, et puis peut-être limiter tel type de culture qu'on met dans les méthaniseurs. Enfin, il faut un peu surveiller ça comme le lait sur le feu. Ce qui ne veut pas dire que, je ne dis pas ça, surveiller au sens que l'État peut surveiller, ensuite décider des tas de choses, mais la collectivité qui veut s'occuper de transition énergétique, chacun dans ses rôles, il doit être attentif aux signaux faibles qui deviennent forts. Moi, je ne suis pas pessimiste sur l'éolien, parce que tout le monde nous dit c'est incroyable, il y a 70% de recours, on est coincé et compagnie. Non, on n'est pas coincé. Par contre, il y a des choses à faire. Il faut trouver des terrains qui soient communaux ou autres dans des régions où il y a du potentiel de vent, mais où il y a zéro éolienne. Et vous pouvez avoir des endroits où il y a zéro éolienne et les gens parlent de saturation. Vous ne leur parlez pas pareil, entre guillemets, dans la conception des projets qu'à ceux où il y a déjà beaucoup d'éoliennes et où il y a une saturation intrinsèque peut-être à certains endroits. Donc on a besoin, je pense, de cette vigilance et de cette réactivité collective des acteurs pour faire en sorte qu'on tire des retours d'expérience progressifs de ce qui va bien et moins bien, ou de ce qui pourrait aller mal. Moi, je ne souhaite pas, ça fait quelques années que je m'occupe de ça, comme ça a été dit. J'aimerais pas que les méthaniseurs soient autant bloqués, entre guillemets, que les éoliennes, même si je pense qu'elles ne sont pas bloquées. Donc si on peut trouver à un moment des choses qui font qu'on évite des critiques tous azimuts, et parfois, juste sur la méthanisation ou les parcs solaires, on pourrait se dire c'est déjà pas en hauteur, mais on a des vrais sujets aussi de conception de l'endroit, les parcs solaires, et on voit exactement les questions. Je me souviens d'avoir été à une réunion à Manosque où on discutait avec des élus et qui disaient en fait, si on avait réfléchi un peu au niveau de l'interco, la commune ne serait pas partie toute seule vers son parc qui était en entrée de vallée et qui a été non pas plébiscité, mais rejeté par toutes les autres communes. Donc, je pense qu'on a vraiment un devoir de vigilance, enfin d'adaptation, de bonne gestion des projets, parce qu'intrinsèquement, il y en a quand même qui sont mauvais, et puis il y en a qui sont bons. Un projet intrinsèquement bon peut avoir compris des problèmes. Donc, vous imaginez, c'est mauvais. Et puis d'adaptation, et je finis en disant, effectivement, sûrement on met des médiateurs au sens de gens qui s'en occupent dans les communes, dans les intercommunalités. C'est sûrement un des petits problèmes français, mais il faut vivre avec. C'est qu'on est passé à moins de 36 000 communes parce qu'on en a fusionné, mais c'est quand même pas facile pour une commune. On l'a toujours dit tout le temps, mais je pense que c'est aussi partie du patrimoine de la nation. Imaginez que c'est pas facile d'avoir des spécialistes S-transition ou même tout simplement aménagement du territoire. D'où la bonne complémentarité. Je ne pense pas qu'il faille supprimer les communes avec des intercos, mais il faut une bonne complémentarité. L'intercommunalité doit être peut-être celle qui porte plus au service de ces communes à un moment l'éclairage de quels sont les problèmes, etc. Alors,
Vous l'avez évoqué précédemment, les particuliers ont envie de donner du sens à leurs investissements, à leur épargne, et ont envie d'investir dans l'économie réelle. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est plus judicieux de composer avec les produits, les moyens qu'on leur propose, ou est-ce qu'il vaut mieux proposer de nouveaux outils ? Alors, très modestement, on ne va pas y passer très longtemps, mais effectivement, il y avait l'idée qu'il y a le financement participatif, mais qui a des limites. C'est-à-dire qu'en fait, en montant de mémoire, ça doit être 60 millions d'euros, donc rapporté aux 50 milliards, on n'est pas tout à fait dans la même zone de besoin s'il s'agit d'associer les particuliers. Donc, l'idée, c'était juste pour rebondir sur ce sujet-là. Il y a eu le sentiment de notre côté que néanmoins, il y a une problématique pour le citoyen de s'associer à ce que c'est que la transition énergétique. C'est quand même assez compliqué de trouver un moyen de s'investir au quotidien là-dessus. Et c'est vrai que mettre une partie significative de son patrimoine dans une éolienne qui est à 25 km, c'est pas un risque financier très intelligent en fait, parce que le risque est très concentré sur un promoteur. Et donc, il y a beaucoup de régions pour lesquelles ça peut aller très mal. Et surtout, c'est un investissement pas du tout liquide, parce que personne n'a envie de se retrouver investisseur minoritaire à 5% dans une société pas cotée. Enfin, c'est pas non plus un choix d'investissement très intelligent, mais tout le monde le comprend avec son propre patrimoine. Donc, pardon, très rapidement, l'idée qu'on avait essayé de promouvoir, qu'on essaye de promouvoir chez Amundi, c'est allons voir. Donc, si on veut faire de la transition énergétique un sujet pour des dizaines de millions de Français, et pas les quelques dizaines de milliers qui sont dans le financement participatif, mais comment est-ce qu'on va chercher Madame Brouchard en agence, voilà, avec un produit concret, et dérisquer, parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre des choses compliquées, incompréhensibles. C'était cette idée-là. Au lieu qu'elle investisse au travers de son assurance vie dans un contrat dans lequel rien n'est lisible, on va lui proposer un produit d'assurance vie dans lequel elle peut voir la photo de son champ photovoltaïque et elle investit dans la production d'électrons. Donc c'est pas un certificat vert, c'est pas des obligations vertes sur un producteur de pétrole à Hong Kong qui a décidé de faire une méthanisation locale. Voilà, c'est retrouver l'aspect local, mais en essayant d'échapper au financement participatif qui est très contraint géographiquement, c'est vraiment un tout petit cercle. Et voilà, proposer, alors pas sur des masses gigantesques, mais un produit qui va leur permettre de faire cet investissement-là. En deux mots, parce que c'est vraiment l'industrie lourde de la finance, les difficultés, ça va être quoi ? Ça va être expliquer que le risque est diversifié, donc il faut faire des gros portefeuilles avec beaucoup d'actifs différents, parce que ça, votre département des risques, avant de vous laisser vendre le produit, va vous dire j'exige une réponse là-dessus. Avoir un cadre réglementaire peut-être un peu dérisqué et diversifié là aussi pour qu'il n'y ait pas de problématique là-dessus. Troisième point, peut-être aller chercher des industriels pour le coup très établis et se le mettre dans une logique industrielle de long terme. C'est-à-dire pas dire en faire des coûts pour acheter un actif et le revendre et faire le rendement, mais se mettre dans une logique de rendement pendant 10-15 ans, même si le produit est liquide. Voilà, offrir un rendement régulier pour rendre ce produit un peu attirant pour le particulier. Aujourd'hui, il est dans son fonds en euros qui lui rapporte 0 et on va lui proposer un produit qui rapporte peut-être du 4% net, mais qui est un peu moins liquide, mais sur lequel il donnera un peu de sens à son épargne. Donc c'est minuscule le premier placement qu'on va faire, on espère en faire 100 millions d'euros, mais c'est l'idée de tout le monde cherche un peu la pierre philosophale de cette transition énergétique qui est très étatique, sans évoquer les sujets douloureux qu'on a vécu depuis un certain nombre d'années, mais il y a une volonté politique très forte, c'est comment est-ce qu'on la prend dans l'autre sens et on essaye d'associer le citoyen très concrètement en fait à cette démarche-là. Il y a l'assentiment politique, il y a je vais voir mon maire et je me fais expliquer mon schéma énergétique. Et voilà, petite pierre au débat, je mets une partie de mon assurance vie là-dedans et je suis exposé directement et je comprends dans quoi je suis. C'est lisible par n'importe qui dans une agence du Crédit Agricole. Oui, et puis peut-être que ça peut permettre aussi justement de explorer finalement, parce que la transition énergétique, on en parle beaucoup. Je pense que même d'ailleurs, c'est pas que l'État qui en parle, mais je sais pas quelle part de pourcentage de Français aujourd'hui, mais j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, et même en milieu rural, c'est des questions même qui les préoccupent avant peut-être d'autres populations. L'enjeu, je trouve, c'est comment, par finalement ce type de placement, vous permettez de faire connaître des gens, des hommes et des femmes
qui font ces projets ou font tourner ces activités. Comment, du coup, vous faites connaître les métiers ? Parce que ça, c'est un sujet dont on parle trop peu. Faut quand même savoir que, par exemple, dans les nouveaux métiers qui sont dans la transition énergétique, pour nous, il y a besoin d'énormément de techniciens de maintenance. C'est un métier qui est peu connu, qui est hyper intéressant, notamment si vous voulez rester vivre sur votre territoire, parce que, grosso modo, nous, on est forcément à peu près à 1 heure de nos installations pour pouvoir intervenir à tout moment. Donc comment vous donnez des perspectives aussi en termes d'emploi en milieu rural ? Comment aussi finalement vous faites réfléchir ? Parce que je pense que les Français aujourd'hui ne veulent pas seulement être informés, ils veulent réfléchir par eux-mêmes. Donc si derrière vous préqualifiez des sites précis, que vous faites du lien au-delà simplement du financement et de la rentabilité, mais aussi permettre de découvrir et de connaître finalement toute la boîte. C'est là où je pense qu'on entraînera forcément la roue beaucoup plus loin, parce que chacun aura opéré sa mue. Enfin, je pense que ça reboucle, c'est de la finance live sur la fin. Donc ce produit-là, faut faire des conf calls avec 50 vendeurs. Donc c'est des vendeurs d'agence. C'est vraiment dans une agence du LCL ou du Crédit Agricole. Et donc la principale demande, alors il y a beaucoup de demandes autour de la forme du produit, de son rendement, etc. Mais il y a beaucoup de demandes sur je veux une photo, je veux pouvoir visiter le site. Enfin, ça fait vraiment partie de chez gens qui vont vendre ce produit-là. Encore une fois, c'est pas de la très haute finance stratosphérique, c'est vraiment au comptoir de pouvoir, parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont arriver à le vendre. C'est que exactement. Si moi, je suis vachement sensible au fait de donner un sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire donner un sens à son placement, c'est quand même, je pense, assez basique comme besoin. C'est-à-dire, moi, si j'investis dans quelque chose, si je dois mettre de l'argent quelque part, si cette chose a du sens, automatiquement, ça sera beaucoup plus pertinent que si elle n'a pas de sens. Et c'est pour ça que le livret, je ne m'y connais pas tellement, mais le fait de se dire, voilà, je vais investir dans ces projets parce que c'est dérisqué, parce que ça va dans le sens de l'histoire, parce que... Et après, on va terminer là-dessus, nous, financiers, on a beaucoup de demandes sur donner son sens à l'épargne. Ouais. C'est absolument infaisable aujourd'hui. Enfin, si on doit appliquer les normes de l'investissement responsable, c'est illisible pour un parti et totalement incompréhensible. C'est une affaire de normalien particulièrement brillant, mais aller expliquer en agence à Alain Brouchard ce que c'est que le ESG et que son fonds de private equity est ESG et pas celui du voisin, la conversation ne commence même pas. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un petit effort pour faire un produit qui s'explique en 10 minutes au téléphone. Mais on sait qu'il y a une demande en face, mais qui est pour le moment très très difficile parce que il faut inventer la tuyauterie, il faut motiver quelques milliers de vendeurs pour décrocher leur téléphone. S'ils doivent expliquer la taxonomie de la Communauté européenne, c'est même pas la peine de commencer la conversation. Donc voilà, c'est une toute petite brique. Après on passe à autre chose, mais pour essayer de trouver le tuyau qui est pas toujours facile pour associer les gens à des choses concrètes. Pour revenir sur les moyens de financement existants aujourd'hui pour les particuliers, quelle est la volumétrie attendue des différentes formes de financement participatif en euros et en nombre de participants ? C'est pour moi la question. Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Même si l'État en France est censé parfois tout savoir et tout prédire, je n'ai pas la boule de cristal. Mais on peut voir la dynamique. Depuis que après la loi de transition énergétique, on a mis un certain temps à faire les textes d'application, on a inventé les bonus, donc pour soit l'investissement participatif. Donc là, il y a non seulement un investissement financier, mais il y a une participation des habitants et des collectivités à la gouvernance des projets, c'est le premier type, et il y a sinon le financement participatif, où les citoyens et collectivités amènent une participation sous forme souvent de prêts et de plateformes de financement. Alors, on a quelques chiffres qui sont pas inintéressants. Sur 3163 projets solaires qui ont été lauréats aux appels d'offres qui ont fait ça, il y en a 983, donc un 30% dans le solaire, qui ont de l'investissement ou du financement participatif. Sur l'éolien, ça fait moins de projets parce qu'ils sont plus gros. On en a 100, sur ces appels d'offres 126 lauréats, dont 14, c'est-à-dire 11%,
ont de l'investissement ou du financement participatif. Donc, plutôt moins sur l'éolien, mais ce qui doit probablement s'expliquer par le fait que ce sont des projets qui sont quand même probablement plus gros, plus longs et peut-être plus risqués, puis peut-être moins faciles à... Je pense dans le solaire, on doit pouvoir beaucoup montrer, enfin ils sont très proches de vous, il y en a beaucoup, quand j'en ai cité 3163, c'est quand même beaucoup de projets solaires, et dedans il y a des petits, des moyens et des semi-gros. Mais c'est pas, je trouve c'est pas inintéressant. Comme on l'a dit, pas totalement, ce n'est pas une pierre philosophale, mais ça montre que l'outil est approprié, qu'en tout cas, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a le réseau énergie partagée a fait des études qui montrent que globalement, ces projets participatifs, vous avez pris 98 installations représentant 128 mégawatts, ça devait être donc du solaire, vu le ratio, ça faisait 100 millions d'euros qui revenaient au territoire et plutôt 2 fois plus qu'un projet classique. Ils avaient essayé de faire une étude sur les retombées. Après, il faudra voir si ça se consolide dans la durée, si on peut faire des études plus larges, mais on peut concevoir qu'il y a évidemment plus de retombées par le fait que les collectivités et les habitants ont pris des participations, donc ça revient en forme de revenus. Mais peut-être qu'aussi ces projets finalement ont réussi à monter un peu plus d'emplois locaux, d'implication de sociétés, de maintenance ou autres, parce que c'est aussi évidemment, c'est pas simple, il faut avoir des compétences, hein. Il ne s'agit pas de dire local is beautiful et puis de se rendre compte qu'on n'a pas la compétence, mais c'est aussi évidemment un moyen d'illustrer la transition et de faire des retombées. Donc à défaut d'avoir une boule de cristal, on trouve en tout cas, le financement participatif monte en puissance. Mais je redis, je partage tout à fait ce qu'il a dit, ce n'est pas la pierre philosophale, c'est un bout. Et parfois, ça ne sera que les collectivités, parfois avec les habitants, parfois pas. Alors, pour revenir très rapidement sur Amundi Énergie Verte, quels sont aujourd'hui les risques inhérents aux ENR comme support d'investissement ? Sachant, mais effectivement, quand vous allez chercher le particulier, c'est très réglementé, ce qui est normal, et donc vous devez être très explicite sur les risques qu'ils portent, parce qu'ils ne sont pas du tout équipés pour le gérer. Donc nous, on a une approche, je dirais, très macro de ce type de risque-là, notamment l'exposition au prix de marché, la volumétrie de la production, la concentration des exploitations. Mais c'est donc, si vous avez pour but de faire rentrer des particuliers sur ce type de produit-là, c'est vrai que la principale difficulté, ça va être d'arriver à dérisquer le produit. Le principal risque sur lequel on ne les prend pas, c'est qu'on ne fait pas de risque de développement. Je ne vais pas leur faire mettre 100 000 euros dans un projet qui va prendre peut-être 1 an, 2 ans ou 5 ans. Ça n'a absolument aucun sens particulier. Donc, ou prêt à construire avec leur set de permis complet, et il est dérisqué de ce point de vue-là, mais je ne vais pas les entraîner sur des sujets qui sont absolument... Encore une fois, voilà, on essaye de garder le profil le plus rustique et simple et compréhensible par le porteur, parce que assez rapidement on voit que ça devient un tout petit peu technique. Mais je ne sais pas si vous voulez dire 2 mots sur les risques en général, de ce que c'est qu'un projet renouvelable. Du coup, moi je vais vous parler du risque perçu par les citoyens. Nous d'ailleurs, donc on propose de plus en plus de solutions, notamment de crowdfunding sur des parcs de centrales solaires. Là, en ce moment, on a en Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 3. Il y a un engouement incroyable, mais j'allais dire au-delà du placement en tant que tel, c'est tout ce que ça génère comme envie d'avenir, etc. Donc c'est extrêmement stimulant. Nous, alors, du coup, comme on s'appelle EDF, finalement, pour les citoyens, ils nous connaissent. C'est comme ça qu'ils le perçoivent, et donc y a une vision de stabilité dans le temps qui est que on sera là et on sera toujours là demain. Moi, c'est un point de vigilance quand on découvre ces solutions de financement qui aujourd'hui existent sur des plateformes où vous pouvez comme ça choisir des projets, des porteurs de projets, et puis mettre 1000, 2000, 3000 euros avec des niveaux de rentabilité de 6 à 8%, etc. Moi, la première chose que je dis, c'est attention.
premièrement, c'est renseignez-vous sur qui est le porteur de projet, parce que, je veux dire, à tout moment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Deuxièmement, ce que je rappelle aussi, c'est que faut pas oublier que les énergies renouvelables, c'est sur la base de ressources naturelles. On l'oublie un peu parfois. Et souvent, du coup, je trouve que l'équation à l'échelle des territoires, le principe de départ, souvent ce que je dis pour repositionner le sujet, c'est quelles sont vos ressources naturelles ? Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que c'est l'hydraulique, la petite hydraulique ? Est-ce que c'est le vent, le gisement en vent ? Est-ce que c'est le solaire, etc. Et donc, déjà là, en fait, il y a des choses du coup qui ne seront pas possibles sur votre territoire. Il y a des technologies qui ne seront pas possibles. Est-ce que c'est en mer ? Est-ce que vous êtes sur une façade maritime ? Il y a un potentiel énorme, etc. Ce qui se passe, en fait, sur moi, les retours que m'ont fait des citoyens qui avaient investi dans des parcs d'énergie renouvelable il y a 20 ans, c'est parfois une déception, justement, par rapport au taux de rentabilité observé. Voire, certains m'ont dit des pertes. Alors ça, c'était vrai il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce que la manière, de faire les business plans il y a 20 ans, vous n'aviez pas forcément de mesure qui permettait justement de quantifier le gisement en vent. Donc forcément, voilà, aujourd'hui c'est plus le cas, je vous rassure, c'est même, indispensable pour obtenir un financement. Deuxièmement, l'autre point de vigilance, c'est en France, il peut y avoir du vent selon justement les heures et les jours. Il peut y avoir du vent dans les Hauts-de-France, mais pas du tout quand vous êtes vers Fos, dans le sud de la France. Donc moi, ce en quoi je crois, c'est le foisonnement au sens... c'est pour ça que le risque, effectivement, faut le dérisquer au maximum. Savoir que, par moment, les parcs, justement, vont être complémentaires. C'est-à-dire ils vont produire l'hydraulique potentiellement la nuit, le solaire plutôt le jour, l'éolien quand il y a du vent. Et donc, tout ça, on revient à des trucs basiques, mais c'est la météorologie, etc. Et donc, tout ça, ça pose la question de quand vous investissez, et notamment via ce type de produit, dans quelle mesure, justement, vous ne vous enfermez pas dans une configuration. Je voudrais juste ajouter un dernier point, c'est que le réchauffement climatique modifie aussi beaucoup le comportement, tout ce qui est en gisement en vent. Ça évolue et ça évoluera encore en 20 ans. Nos projets sont conçus quand même pour une durée de vie minimale de 20, 25 ans, voire 30 ans aujourd'hui, avec éventuellement un démantèlement derrière, ou alors on renouvelle les installations, donc on repart sur 30 ans. Les enjeux, justement, les risques inhérents à ces activités. Le solaire, c'est pareil, on peut se dire c'est super, du coup forcément c'est super pour les parcs solaires, le réchauffement climatique, pas du tout. Parce que les panneaux, en fait, plus ils se chauffent, moins ils sont performants. Donc c'est assez basique ce que je dis, mais faut pas perdre de vue qu'on est sur des éléments naturels, et donc ces comportements naturels, on essaie de les maîtriser au mieux, on essaie de les anticiper au mieux, on essaie de les piloter. Ça, c'est un grand champ sur lequel aussi on travaille beaucoup, le pilotage des énergies renouvelables. Mais voilà, pour des particuliers, c'est juste mon point d'attention, c'est pour un parc, se concentrer uniquement quelque part son investissement sur un parc donné, warning, au sens... Merci beaucoup. Il nous reste un peu moins de 15 minutes pour répondre à quelques questions. Que vous pouvez nous poser, soit que peuvent nous poser les participants en physique, mais aussi les personnes qui nous suivent à distance. Oui. Ouais. J'ai une question pour M. Poisson, si je me trompe dans la prononciation. Non, c'est bien ça. Bonjour. On n'a pas trop parlé des projets d'efficacité énergétique. Je voulais savoir quelle était votre part d'investissement dans ces projets. Est-ce que vous avez un projet type, et puis éventuellement, quand est-ce que vous comptez massifier ces investissements ? Voilà. Alors, vaste question. Je pense que sur... donc l'efficacité énergétique, il y a vraiment beaucoup de sujets différents. Je pense que c'est tout à fait central à notre sujet. Nous, ce produit-là, c'est l'efficacité énergétique pour des particuliers, c'est beaucoup trop compliqué. C'est-à-dire, c'est des modalités contractuelles sur lesquelles il faut un industriel, de la dette, et c'est des paybacks qui sont plus généralement pas très, qui sont assez longs en fait, et assez aléatoires.
Je vous prends un exemple simple. Si vous faites de l'efficacité énergétique dans un lycée parisien, avec donc de l'occupation, il va falloir vous assurer que les portes sont fermées, que les fenêtres sont fermées. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est par rapport à la simplicité presque biblique d'un photovoltaïque, c'est beaucoup trop compliqué. Donc on le fait, mais avec de l'argent institutionnel. Point 1, de l'argent institutionnel qui est bloqué pendant 25 ans. Donc nous, on est capable de faire du payback sur de très très longues périodes. Et on le fait sur des solutions industrielles très matures. Donc on a fait l'efficacité énergétique avec la cogénération. On fait des travaux, on étudie donc le tiers investissement qui sont l'efficacité énergétique dans le bureau tertiaire, qui est un produit, là aussi, qui financièrement et d'un point de vue strictement contractuel en droit français, commence à ressembler à quelque chose d'investissable et de relativement simple. Et la troisième, on va dire, zone d'efficacité énergétique, sur laquelle moi je suis moins présent, mais qui est un produit relativement mature financièrement, c'est dans le retail, où là, vous avez probablement les choses les plus avancées entre PV, stockage et puis inertie du groupe froid dans un hypermarché. Et là, vous avez un produit qui commence à ressembler à quelque chose de vraiment intéressant parce que vous faites l'ensemble de la demande énergétique. Il y a vraiment un potentiel intelligent d'autoconsommation qui n'est pas artificiel, qui est vraiment un truc immédiat et qui est vraiment, d'un point de vue de technique juridique, enfin, si vous rentrez dans la mécanique juridico-financière, et vraiment ce sur quoi on va se pousser. Le dernier point qu'on regarde en efficacité énergétique, qui est plus compliqué en France et qui a été inventé aux États-Unis, donc vous avez de tiers investissements, notamment dans l'éclairage, produit ultra mature, super simple. Vous remplacez l'éclairage public au mercure des 70 par un LED, normalement vous faites une économie de 80% dans la nuit. Il n'y a aucun risque techno, la conso elle est relativement stable et ça fait, je crois, une tranche à 500 MW en France de gâchis annuel. Les Italiens sont relativement intelligents, donc eux, quand vous êtes maire, vous n'avez pas le choix, ils vous mettent 200 mairies dans le même appel d'offres et le maire ne peut pas commander hors du contrat négocié pour tout le monde. Vous mettez ça directement dans le système financier, c'est du risque ultra diversifié, donc le coût pour l'État, et le coût pour la collectivité, c'est pour le moins un coût de financement à 2 ou 3%. En France, on est en France, donc chaque maire a le droit de faire son petit appel d'offres avec son LED qui communique du LiFi, et donc voilà, on n'en sort pas et on n'arrive pas. La seule chose que j'ai réussi à pousser, mais c'était l'économie d'énergie en tertiaire, où vous allez voir un Air France, vous allez voir un General Electric, vous lui vendez cette équation-là, qui peut être déconsolidante, et là, c'est l'économie d'énergie relativement simple, vous faites du LED à la place de son éclairage historique, vous financez des méthodes de déconsolidation relativement robustes maintenant. L'étape 2, qui j'espère va avoir un peu de soutien dans le contexte actuel, c'est aller chercher les vraies ressources d'économie d'énergie en France qui sont gigantesques, qui sont les électro-intensifs, donc les cimenteries, l'industrie lourde française qui est en granularité surconsomme de l'énergie de l'ordre du tiers par rapport à l'industrie allemande, parce que, je vais aller un peu vite, mais grosso modo, l'économie d'énergie, c'est un payback de 8-9 ans. Donc ça vient en dernier dans l'ordre de priorité d'un grand groupe industriel qui va investir d'abord dans du payback à 2-3 ans. Donc ce truc-là est systématiquement sorti. Et puis l'industrie française n'est pas très riche. Et donc c'est là que je pense que il y a forcément quelque chose à faire sur l'économie d'énergie. C'est des solutions techniques super simples, c'est variateurs électriques de vitesse, c'est des trucs inventés dans les 60 dont je parle. Mais le secret, c'est d'arriver à grouper beaucoup de contrats avec de la diversification du risque de crédit en face et la même solution technologique pour tout le monde. Je pense que dans le contexte actuel, il peut se passer quelque chose en France d'intéressant parce qu'il y a la volonté des pouvoirs publics de promouvoir ça. Et le dernier, alors que c'est pas vraiment d'efficacité énergétique, mais je pense que là aussi, il y a une filière qui est en train de se réveiller. Le charbon en France, il y a les quelques centrales de grands groupes qui sont fermées. En revanche, il y a une pollution phénoménale qui sont beaucoup de sites industriels sont encore aujourd'hui chauffés, éclairés au mazout et au charbon. Parce qu'encore une fois, projet énergétique, payback très long, personne ne veut mettre de l'argent dedans. Là aussi, je pense qu'il va se passer forcément des choses très intéressantes dans l'industrie. Pardon, j'étais un peu long. Alors, Lucie, vous devez nous quitter. Je m'excuse, j'ai un train. Du coup, merci. Et puis, à votre disposition pour la suite s'il y a d'autres questions. Merci. Au nom d'Infravenir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Les produits d'assurance vie dont vous avez parlé, est-ce qu'ils existent aujourd'hui déjà et quelles sont leurs caractéristiques, ticket d'entrée, durée de blocage, et le sous-jacent est-il potentiellement plus diversifié, par exemple des projets à l'étranger, etc. Alors le produit il est très simple, hein, c'est 4% net de rendement, donc c'est voilà, un peu généreux, pas extrêmement liquide. Le sous-jacent c'est effectivement de la zone euro pour pas créer de risque de currency en plus du risque sous-jacent. Pardon, j'ai dû oublier vos questions au passage. Et durée de blocage, en fait, aujourd'hui c'est théoriquement, il y a une liquidité partielle pendant tout le temps par arbitrage, mais l'horizon d'investissement c'est de l'ordre de 8 ans. Pour effectivement bénéficier du rendement dans la durée. On a encore quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Merci beaucoup. Mais au nom d'Infravenir, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions et pour cet échange passionnant. Et on vous remercie également d'avoir participé, donc physiquement, mais également en ligne à l'événement. Et on se donne rendez-vous demain donc pour un événement Women in Infrastructure, organisé également par Infravenir et en partenariat avec Paris Europlace, donc dans le cadre de l'Infra Week. On mettra en avant des femmes inspirantes travaillant dans le secteur de l'infrastructure. Merci et bonne soirée.